mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Sous le soleil de l'Algérie. Je suis ravie de vous retrouver, comme à chaque fois, pour ce rendez-vous hebdomadaire où on va parler aujourd'hui de votre cerveau. Et oui, on va parler de votre cerveau. Est-ce qu'en vacances, votre cerveau prend des vacances? Voilà, justement, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que votre cerveau switch en off quand vous êtes en off? Je ne sais pas si c'est possible. Les spécialistes le savent et on va en parler tout de suite. Vous avez pris vos vacances, mais votre cerveau, lui, n'a pas signé la feuille de départ. On en parle aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir de la retrouver après combien d'années? 2 ans. Après 2 ans, voilà. On ne s'est pas retrouvés depuis 2 ans. Oui. Bonjour Amel Hash. Et c'était au même endroit. Bonjour Mounia. Oui, au même endroit, on avait Ouais. fait la même émission, enfin dans la même veine, on va Ouais. dire, et pour parler pratiquement de la même chose, des conseils et tout ça. Donc Tout à Amel fait. Hash, hypnothérapeute Et médecin. et médecin, voilà, docteur Amel Hash. Merci d'avoir accepté Avec mon grand invitation. plaisir. Plaisir partagé comme à chaque fois. Et avec nous, bien sûr, docteur Anis Gharas. Bonjour, ma chère Docteur en Monia. psychologie. Un vrai plaisir de venir ici, surtout pour cette thématique-là. Très clair. Plaisir partagé comme à chaque fois. Thématique beaucoup. qui vous parle à tous les deux, vous parle vraiment. Quand on parle de vacances, on se met en tête que voilà, je pars en vacances, c'est bon, mon cerveau, je vais switcher en off. Alors, qui va répondre en premier? On va être galant, on va laisser les dames Ouais, répondre, voilà. évidemment, cela va de soi. Est-ce qu'on peut switcher off sur notre cerveau? Il y a un bouton on-off, on appuie off, c'est bon, je suis en vacances, mon cerveau aussi doit être en vacances. Oui, on Oui. peut. C'est au moment du départ. C'est quand on va rejoindre les autres humains. Ah, d'accord. Voilà. Là, oui, on peut switcher. Mais sinon, en temps normal, non. Ça n'existe pas un bouton off dans notre cerveau. Notre cerveau fonctionne tout le temps. D'accord. Imaginez qu'on peut arrêter le fonctionnement. Même au repos, il fonctionne. Même lorsqu'on dort, il fonctionne. Parce qu'il faut bien qu'on respire, que nos cellules se renouvellent, etc. Donc, éteindre un cerveau, c'est impossible. C'est une idée erronée. D'accord. Donc, on ne peut pas dire je ne pense à rien. Non, c'est très compliqué. Parce que quand tu dis ça, déjà, tu penses. Donc effectivement, dire je ne pense à rien, c'est vraiment très paradoxal parce que le cerveau déjà ne peut pas s'arrêter. Effectivement, comme a dit ma collègue, on a besoin que le cerveau reste actif tout le temps. C'est juste qu'il n'a pas tout à fait les modes de fonctionnement qui sont égales. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des moments où il va beaucoup travailler, il va produire beaucoup d'électricité parce qu'il a besoin de réagir à des choses. Mais il y a des moments où il y a moins besoin de réagir, comme lors du sommeil, où effectivement là, les ondes cérébrales vont être un petit peu plus atténuées, justement pour recharger un peu sa batterie. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on pense qu'on pense à rien? C'est un petit peu, voilà. Un peu paradoxal. En fait, Oui. tu actives quand même une partie de ton cerveau qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, qui est cette espèce de... Tu rentres en toi, tu analyses ce qui se passe en toi en te disant je ne fais rien, mais pourtant tu fais, parce que c'est de la rationalisation. Donc quand D'accord. tu penses, effectivement, tu rationalises. Quand tu rationalises, tu consommes de l'énergie. Donc du glucose, du gras, effectivement, dans ton cerveau. Donc non, c'est pas possible aujourd'hui. Donc tu ne fais que activer d'autres circuits de ton cerveau. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là de rumination? Alors déjà, Moulia, sans faire un peu de jargon trop scientifique, Oui. trop neuro, parce que ça fait super classe, etc. Parce qu'on ne sait pas grand-chose encore sur le cerveau humain, ni quelles sont les aires qui sont incriminées dans le fait de réfléchir, d'être créatif ou pas. C'est vraiment les premiers pas, sachant que c'est vraiment les premiers pas des neurosciences. Ce qu'on sait actuellement, c'est à vérifier encore, et encore des tests à faire, des études à faire, etc. C'est qu'il y a un mode d'être qui nous permet d'être dans ce qu'on appelle le mode par défaut. D'accord. Le mode par défaut, ça ne veut pas dire repos. Le D'accord. mode par défaut, c'est un mode dans lequel notre cerveau va être un peu plus créatif, va ranger un peu les informations, va travailler sur notre mémoire, sur notre être, sur notre personne. Si je dois donner une métaphore pour que les téléspectateurs comprennent ce que je dis, sans mon, Oui. sans mon Parce que là, jargon, en hein. mode par défaut, je pense à mon PC quand il est en mode par défaut. Imaginez une bibliothèque. Oui. Non, non, imaginez une bibliothèque et les gens sont là, il y a plein de livres, ils chargent les livres. Vous avez un désordre dans cette bibliothèque, il y a le bibliothécaire qui passe, qui range les livres. Oui. Alors, ça peut être dans la journée, il va ranger les livres, et ça peut être le soir, il va ranger En cette fin de service, bibliothèque. oui. Et ce qui est génial, c'est que ce bibliothécaire peut, en rangeant ses livres, mettre 2 livres en même, à côté l'un de l'autre, qui fait que lorsque les gens vont venir le lendemain, vont avoir des idées, parce qu'il y a ces 2 livres à côté. En fait, le mode par défaut, c'est un peu ça. Le bibliothèque, il travaille, il est toujours là, mais il a un rôle particulier. Ça se passe lorsqu'on est, entre guillemets, déconnecté, il y a des choses à faire, mais ça se passe aussi lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on est créatif. C'est-à-dire quand on est focalisé sur quelque chose pour créer, le mode par défaut, il s'active.
Rumination, c'est autre chose. Rumination, c'est justement c'est pour ça que je dis les études avancent, ils évoluent. Là, on étudie un peu le cerveau des personnes déprimées, chez qui on veut savoir pourquoi il y a ces ruminations, comment ça se passe par rapport au cerveau, au mode par défaut chez elles. Et on découvre de plus en plus de zones incriminées dans son fonctionnement. Tout simplement parce qu'on ne peut pas étudier un cerveau vivant. Vous ne pouvez pas me mettre une IRM alors que je suis dans mon état habituel. Vous ne pouvez pas décortiquer mon cerveau. C'est vraiment statistique. C'est voilà, en gros. D'accord. Oui, on peut pas. Là, on est en train de discuter. On peut pas passer une IRM en même temps pour dire qu'est-ce qui se passe Dans ma réellement vie dans mon de tous cerveau. les jours, vous ne pouvez pas me placer une IRM pour savoir comment je fonctionne, ni dans mon contexte social, ni dans ma culture, ni dans un moment T de ma vie, si je suis fatiguée, pas fatiguée, etc. D'accord. Donc tout ce qu'on sait, c'est très bien. On est en train d'avancer, mais ça ne veut pas dire que c'est que ça et pas autrement. D'accord, Voilà. très bien. Anis, alors, ce mode par défaut, est-ce qu'on peut l'enclencher ou il s'enclenche tout seul? Alors non, on ne peut pas forcément l'enclencher automatiquement, sauf si effectivement on est éduqué à le faire. Ça veut dire qu'effectivement on pourrait même appeler ça une forme de compétence de notre cerveau dans le fait d'aller dans des états, par exemple, qu'on retrouve un peu dans l'hypnose, par exemple, où effectivement on va activer certains états d'hyperfocalisation où notre cerveau ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Alors on parle d'état modifié de la conscience, c'est pas tout à fait vrai parce que la conscience on ne peut pas vraiment la modifier, mais on va plutôt parler de focalisation de l'attention. Ça veut dire qu'Intia, Mounia, par exemple, quand tu regardes un film, tu es tellement absorbé par le film qu'effectivement tu oublies un peu tout ce qui se passe à côté. Donc ton cerveau ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Après, par rapport à ce qu'a dit ma collègue, moi j'ai eu la chance par exemple de faire une thèse où on étudiait justement le cerveau, par exemple in vivo, c'est-à-dire que le cerveau il fonctionnait, donc dans les IRM fonctionnels, où on voit ce qui se passe. Donc, pour revenir à le déclenchement du mode par défaut, on ne peut pas forcément le déclencher comme on veut. Il y a des personnes qui arrivent à le déclencher quand même? Tout à fait. Tout à fait. En fait, alors déjà, il y a Est-ce qu'ils prennent conscience qu'ils sont en train de déclencher un mode par défaut? Naturellement, il y a des personnes naturellement qui le font lorsque on est en train de pêcher. Hein. Vous savez, les pêcheurs là sur le front de mer de Bab-el-Oued, ils sont en mode par défaut. Hein. Lorsque vous êtes focalisé sur la vaisselle ou quelque chose que vous aimez faire, mais on peut aussi pratiquer enfin pas déclencher tout à fait, mais être en mode. Hein. Oui. Il suffit. J'ai un petit exercice que j'appelle la planche mentale. Vous savez, quand on nage, c'est l'été, hein, quand on fait la planche, et on regarde, on se laisse porter par les vagues, les bruits autour, les enfants qui jouent, le vent, etc. Ben, un exercice qu'on pourrait appeler la planche mentale, c'est-à-dire que je suis là et j'observe. Je m'arrête nulle part. J'observe juste ce qui se passe autour de moi. J'entends l'eau, je vous regarde, je regarde les nuages. Je m'arrête nulle part. D'accord. Je suis juste là en présence. S'il y a une pensée, ok, je prends conscience que c'est une pensée ou positive ou négative, mais je ne m'arrête pas. C'est-à-dire, je sais juste qu'elle est là. Et c'est-à-dire, c'est comme si que j'ouvre mon champ de conscience qui est l'effet inverse de focaliser. Il y a expansion de conscience, c'est tout l'inverse. C'est ouvrir son champ de conscience, mais sans s'arrêter nulle part. Et ça, on peut déclencher le mode par défaut. On peut le faire quelques minutes, hein, 1 minute, 20 secondes. Et avec de l'entraînement, ça peut se faire. C'est-à-dire, je suis là, je flemmarde. Voilà. Ok. La flemmardise mentale, si vous voulez, en quelque sorte. Mais est-ce que ça dépend de la personnalité de chacun? Parce que personnellement, prendre une canne à pêche et aller au bord de la mer, je sais que je vais m'ennuyer, je ne vais pas déclencher ce mode par défaut. Alors, est-ce que ça dépend de la personnalité de la personne? Comment trouver son déclencheur? En fait, si tu veux, de base, effectivement, on pourrait parler d'une certaine compétence qu'on a, même si on l'a un peu de façon naturelle. Si je prends l'exemple le plus frappant, c'est la conduite. Par exemple, quand on conduit aujourd'hui, qu'on fait par exemple des longues routes, à un moment donné, on est sur notre volant, on est un peu parti dans les nuages, et puis à un moment donné, il y a un camion qui va se rapprocher de nous. Bizarrement, on va réagir. Ça veut dire qu'en fait, on était un peu parti ailleurs, mais on reste quand même conscient. Et le fait de partir dans les nuages, on ne l'a pas activé volontairement. Ça s'est fait tout seul. Parce que notre cerveau a besoin de voyager un petit peu, il a besoin de se recharger, il a besoin effectivement de changer un peu de mode. Mais pour les personnes qui ne savent pas le faire tout seul, généralement, effectivement, peut-être les gens qui sont anxieux vont avoir un peu plus de mal, parce que dès qu'on stoppe, on ressent une espèce d'alerte. Mais ce que nous, on fait avec ces personnes-là, effectivement, en thérapie, par exemple, on va leur apprendre. On va leur apprendre à mettre un petit peu leurs pensées en pause, pas forcément ne plus penser à rien, mais plutôt focaliser leurs pensées sur quelque chose, de sorte à ce que leur cerveau, effectivement, se calme un petit peu. Donc, il y a des personnes qui le font naturellement, sans aucun exercice, et il y a d'autres personnes qui apprennent à le faire et qui arrivent à faire derrière des anesthésies, par exemple, sous hypnose, sans aucun problème, en activant un peu le même circuit dans notre cerveau. Très bien. Et les pensées intrusives, quand on parle de rumination, plutôt des pensées intrusives quand on est en train de faire quelque chose, on n'arrive toujours pas à les gérer? Par exemple, je vous donne l'exemple avec moi, ce que je fais quand je suis, parce que c'est pas mon mode par défaut, quand je suis en train de faire la vaisselle ou en train de cuisiner, c'est pas ça qui va me faire partir, au contraire, c'est là où je vais avoir des pensées intrusives. Donc ce que je fais, c'est que j'écoute des podcasts. Ça m'aide à ne pas focaliser ça. L'erreur, c'est de ne pas vouloir penser. Oui, c'est une erreur de croire qu'on peut ne pas penser.
C'est-à-dire, si la pensée, elle est là, imaginons que ça fait 30 secondes, je ne pense pas, mais il y a une pensée qui va venir. Oui. Ça fait partie de notre fonctionnement, notre mental, c'est notre outil. L'erreur, c'est de vouloir tout contrôler, gérer. Ce mot gérer, tu sais, qu'est-ce que j'en pense? Gérer Oui. les émotions, gérer les pensées. Il n'y a rien à gérer. La pensée, elle est là. Je prends conscience qu'elle est là. Je ne m'arrête pas dessus. Je m'arrête pas dessus. Alors, si je me suis arrêtée, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. C'est-à-dire, je me rends compte que je suis en train de m'arrêter dessus et puis je passe à autre chose. D'accord. Ça vient aussi avec l'entraînement, Monia. J'arrête pas de dire que les choses ne vont pas tomber du ciel sur quelqu'un qui ne sait pas faire. Ça s'apprend. Et il y a aussi d'autres exercices beaucoup plus simples que s'occuper de ses pensées. La respiration, Oui. qui est à la portée de tout le monde. Oui, mais on ne pense pas forcément à respirer quand on est en train de. Là, pour faire une déclencher critique. le mode par défaut, enfin déclencher pour être en mode par défaut, je peux mettre ma main sur mon ventre et juste j'observe. J'observe ce que ça fait que lorsque je respire. Je suis dans le ressenti. D'accord. J'entends et je ressens. C'est-à-dire il y a des petites formules qui sont... chaque personne doit trouver sa formule. Mais qu'est-ce avec le mode d'emploi pour Oui, tout chaque le personne monde. est différente. donc, Après, c'est clair. l'idée, c'est que les gens comprennent ce que ça veut dire. Ils vont trouver leur moyen de le faire. Si on ne comprend pas ce que ça veut dire, je vais dire ML, elle m'a dit ça, ou Alice m'a dit ça, ou la Mounia, elle m'a dit ça, mais ça ne marche pas sur moi. Bien sûr que ça ne marche pas pour toi parce que tu es unique, comme tout le monde d'ailleurs. D'accord. L'idée, c'est de comprendre que je suis juste dans le flot. Je suis là, mais je suis dans le flot. Ça veut dire quoi le flot? Je pense peut-être, je ressens peut-être, j'entends peut-être. Mais toutes ces informations qui viennent, je ne m'arrête pas. Elles sont là, j'en prends conscience et je les laisse passer. C'est pour ça que je parle de planche mentale. Oui. Et ça, je le fais quelques secondes. Je ne suis pas obligée de faire 4 heures par jour. Je ne suis pas obligée de le faire pendant toutes les vacances. Parce que, vous savez, même les vacances, il faut les programmer. Même pendant les vacances, il faut arrêter de réfléchir. C'est-à-dire, on a besoin de se lâcher un peu la grappe, Mounia. Juste retrouver ces choses qu'on savait faire avant, qui est ne rien faire. Flâner. Oui, mais, regarder mais la à société travers une d'aujourd'hui, fenêtre. Nous pousse à faire quelque chose. C'est Parce pas que ce qu'elle nous pousse. ne rien faire est synonyme de flemmardise, est synonyme d'inaction. Pour qui? Il faut faire quelque chose. Enfin, je dis que l'évolution de la société actuelle veut qu'on soit actif, proactif, que ce soit les vacances des enfants, qu'il y ait des programmes pour la journée, un film le soir, ce genre de choses. Le mode par défaut, c'est quelques instants dans la journée. C'est pas H24, c'est pas des heures et des heures de mode par défaut. Si on ferait rien de notre vie, on serait là dans je sais pas, au sommet d'une montagne à méditer, etc. Non, maliche. Mais après, savoir que je peux injecter tout au long de ma journée ou pendant mes vacances des moments où je ne fais rien. Oui. Je ne fais rien, même si je pense pas grave, je suis en train de penser, c'est pas la fin du monde. Je me mets en position d'étoile, je regarde le ciel, ou là si je suis en bord de mer, je fais la planche, ou si je suis avec des gens, je suis présente. Vous m'avez parlé tout à l'heure du téléphone et des podcasts. Non, ça, c'est pas le mode par défaut. Là, vous focalisez sur je parle quelque chose. des pensées intrusives. Pour éviter ces pensées intrusives, ce que je fais, je donne l'exemple avec moi. Je ne sais pas si d'autres personnes, même pour essayer de comprendre la situation. Donc, pour éviter d'avoir ces pensées intrusives, vu qu'on ne peut pas les scotcher, oui. Scotcher une bouche, c'est la métaphore. Donc, du coup, comment on ne peut pas les arrêter, les faire taire? Oui. Donc on se dit, entendre une voix plus forte que la voix intérieure, Ma voix, qui est le podcast ou la musique ou autre chose, va m'empêcher de ruminer, d'avoir ces pensées-là. Est-ce que ça joue ce rôle? Si ça joue ce rôle, c'est OK. D'accord. Voilà. Après, il y a des personnes qui vont penser que parce que ne rien faire ou flâner, c'est le téléphone. Non. C'est pas du tout ça, parce que le téléphone, il nous sollicite sans arrêt. Des réels de 3 minutes, des couleurs, des machins. C'est pas du tout le meilleur moyen d'être en mode par défaut. Par défaut, pas du tout le téléphone. Par contre, si vous êtes dans ce podcast qui va durer longtemps, qui vous met en quelque sorte en état de transe, oui, ici, ça vous fait du bien. Mais le mode par défaut, ça n'a rien à voir avec la transe hypnotique. Oui. Hein. Je suis là, je suis juste présente, parce que vous voyez, je le dis, ne rien faire. D'accord. Ne rien faire, pas dans le sens physique, je bouge pas. C'est en train d'arriver, je fais rien. D'accord. Je suis pas obligée d'être endormie ou là d'être focalisée Souvent, ne rien sur faire, un truc. Je peux avoir c'est les yeux synonyme ouverts. d'aller dormir le soir. Voilà, je peux avoir les yeux ouverts et être en mode par défaut. Très bien. Voilà. Ok. Et en revenant sur les ruminations, ces idées intrusives qui peuvent arriver tout au long de la journée,
ce n'est pas forcément que négatif. Il y a des ruminations positives. Alors, quand on Je parle de pose la rumination, généralement, c'est quand même assez négatif. Pour le coup, La alors connotation est rumination, négative, oui. nous, on l'utilise plutôt, par exemple, pour les anxieux, les personnes qui ont des troubles anxieux. On va parler, par exemple, des pensées un peu dysfonctionnelles. Ça, c'est quoi? C'est toi, Mounia, par exemple, quand tu fais quelque chose, quand tu vis une situation, il y a une pensée légique directement. Elle va venir, cette pensée-là, tu ne la contrôles pas forcément. Oui. Parce qu'en fait, elle vient toute seule. Sauf que cette pensée-là, quand elle est un petit peu négative, quand elle est un petit peu irrationnelle, elle va générer une émotion chez toi. Donc, l'émotion addict ne va pas forcément être agréable pour toi. Donc, le comportement derrière, bah, tu vas chercher à fuir, tu vas pas forcément te sentir bien. C'est pour ça qu'effectivement, alors ma collègue effectivement elle a dit qu'on ne peut pas gérer ça. Moi j'ai le discours un peu inverse dans le sens où nous les psychologues aujourd'hui, on apprend quand même à nos patients de gérer leurs pensées. Parce que quand une pensée vient et que je ne la contrôle pas, en fait elle va déborder. C'est-à-dire qu'elle va générer une émotion que je ne peux pas forcément contrôler. Donc aujourd'hui, et c'est pareil par exemple, si je te dis Mounia tu vas t'allonger là, tu vas regarder les selles et ne rien faire, en fait il n'y a aucune utilité à ton cerveau de faire ça parce que tu ne sais même pas faire. Donc potentiellement il va réagir un peu comme ne rien faire égale danger, donc je ne vais pas faire ça. Quelles sont justement les conséquences d'une personne qui n'arrive pas à décrocher, qui est en vacances mais qui n'arrive toujours pas à décrocher, qui pense au dossier qu'il a laissé au travail, qui va attendre à la rentrée, qui pense à la rentrée scolaire de ses enfants, qui pense au sport, qui va devoir reprendre tous ses abonnements. Quand il y a plusieurs dossiers qui sont ouverts comme ça, qu'est-ce que ça fait au physique et au mental? On va commencer par toi, Amélie. De penser. Oui, ces pensées-là, le fait de ne pas pouvoir Qu'est-ce qui décrocher. empêche la personne de penser à ça et de s'accorder des petites pauses? Parce qu'on ne va pas lui dire arrête de penser parce qu'elle ne pourra Oui. pas, de toute façon, si elle est anxieuse, comme c'est ce que tu as dit. Maintenant, qu'est-ce qui l'empêche de penser, mais de s'accorder des pauses on parle bien de vacances, on ne parle pas Oui. de la vie de tous les jours. Non, on parle des Quand vacances, on est en vacances, on est en bord de mer ou en montagne ou là en famille, etc. Pendant les moments où je suis avec mes enfants ou là ma famille, ou là je m'accorde des petites pauses. C'est pendant ces petites pauses que je m'accorde où j'essaie de ne m'accrocher à rien, ni à une pensée, ni à une sensation particulière. Je suis juste en présence. Que parfois les bonnes idées arrivent. D'accord. Même, vous savez, des fois quand on prend la douche, on est sous la douche et tiens, Eureka, Je trouvais la solution. ou juste avant de Oui. dormir, avec les moments, tiens, Eureka, ou là, le matin au réveil, juste les premières secondes, et donc, Eureka, Oui. ou même la vaisselle. Donc la personne qui réfléchit, on ne va pas lui dire arrête de réfléchir à ton travail, parce que si lui dit arrête, elle va se vérifier si elle a arrêté, et c'est un cercle vicieux, pas vertueux. Ok, tu as envie d'y penser, pense. Accorde-toi des moments où tu as tu fais ta planche mentale. Tu es juste présente. Voilà. Moi, c'est ce que je vois parce que je ne peux pas lui dire arrête de penser. Si elle pense parce qu'elle va dire ah tiens, je suis en train de penser, comment je fais? C'est ce que tu fais toi quand tu dis la pensée intrusive, il faut qu'elle s'en aille, il faut que. C'est là où on y pense encore le plus. Voilà, tout à fait. D'accord. Oui, Ouais, Alice. tout à fait. Après, effectivement, dire à la personne quand il y a une pensée qui vient et qui me dérange, genre juste laisse la pensée venir. Aujourd'hui, il y a des gens qui y arrivent parce qu'effectivement, ils ont une éducation mentale au préalable, parce qu'ils se sont préparés, etc. Mais 99% des gens, malheureusement, ne savent pas le faire parce que quand j'ai une pensée intrusive qui tourne en rond, en fait, dans mon corps à moi, j'ai juste envie de faire taire cette pensée-là. Sauf que ça, effectivement, c'est pas possible. On ne peut pas arrêter de penser aujourd'hui. Et le problème, c'est que la conséquence de la pensée qui continue de tourner, c'est qu'elle va venir dans mon corps. C'est-à-dire que la pensée, en fait, elle va créer l'émotion. Quand l'émotion, elle vient au niveau de mon corps, ben forcément, ça va commencer à me perturber. Quand l'émotion addict, elle est éphémère, elle ne reste pas trop longtemps. Ça va, mais allez, c'est pas très grave. Par contre, quand ça dure dans le temps, ben on a la possibilité de développer à ce moment-là de la souffrance, ou voire même un trouble. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est plutôt éduquer les personnes sur qu'est-ce qu'une pensée, pourquoi est-ce qu'elle vient, comment tu peux la gérer quand elle vient, comment tu peux la comprendre, comment tu peux la rationaliser pour qu'elle ne génère pas l'émotion addict derrière, pour que justement tu sois plus soulagé. Mais quand on voit aujourd'hui dans la réalité clinique, un patient qui vient et qui est en souffrance en pleine crise, je ne peux pas lui dire, bah, écoute, laisse passer, ça va passer. Non, parce qu'en fait, quand la pensée, elle vient, ça le tourmente et du coup, il continue d'augmenter. Donc, il faut quand même former le cerveau des gens à ce qu'ils soient plus capables de gérer justement leurs pensées. D'accord. Et à quoi sert exactement le mode par défaut? C'est quoi son utilité première? Alors déjà pour classer les informations par rapport à notre mémoire interne, par rapport aussi à notre personnalité, ça sert aussi à à être créatif. Oui. Ça sert aussi à, si vous voulez, en quelque sorte classer les dossiers par rapport à notre propre identité à nous. C'est vraiment un processus interne.
C'est pas de l'extérieur, c'est plutôt à l'intérieur de moi, comment mon bibliothécaire interne est en train de classer les informations concernant ma personne, mon être, ma psyché, ma conscience, etc. Donc c'est vraiment un truc interne. Ouais, alors moi, ce que je disais effectivement, c'est qu'il y a deux éléments très importants. Aujourd'hui, notre cerveau, il ne peut pas rester très actif toute la journée. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des états comme ça. À un moment donné, vu que là, je suis en train de parler avec toi, j'ai besoin que mon cerveau soit très connecté. Par contre, quand on va partir, j'ai besoin de souffler un petit peu, donc mon cerveau va se calmer un petit peu. Mon activité cérébrale, elle change en fonction de la tâche que je fais. Sauf que si jamais je fais une tâche active qui me prend beaucoup d'énergie, à un moment donné, je veux que ça se calme, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire tout seul. Donc mon cerveau, il va le faire tout seul et il va se mettre en mode par défaut. Ça veut dire qu'il va contrôler les choses sans que moi, j'ai forcément à agir. Ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction principale qu'on sait aujourd'hui scientifiquement de façon assez simple, c'est que par exemple, on a chez les humains ce qu'on appelle la tâche principale et la tâche secondaire. Ça veut dire quoi? Quand on conduit, par exemple, imagine si je conduis avec toi, tu es passagère et je suis en train de discuter avec toi. Donc je conduis et je discute avec toi. Donc là, il y a deux tâches. Il y a une tâche qui me demande de l'énergie et une tâche qui est facile pour moi. La tâche qui est facile, c'est de conduire, parce que ça fait longtemps que je le fais. Par contre, le fait de discuter avec toi, ça me demande de l'énergie. En fait, le mode par défaut, ici, il prend le relais pour gérer les choses, justement, qui chez moi sont très faciles, sont très habituelles. Quand on écrit, par exemple, la main, elle va faire le mouvement de l'écriture, pendant que moi, je pense à autre chose. Donc, c'est toutes les tâches au quotidien qui nous permettent un peu de nous reposer pendant qu'une partie de notre cerveau gère la chose. Et la deuxième, effectivement, c'est plutôt de se recharger. Parce que notre cerveau ne peut pas rester actif tout le temps, sinon, en fait, on va péter un câble. Donc, on a besoin de se recharger. Et le mode par défaut nous permet justement de nous recharger. Se recharger, d'accord, mais se ressourcer aussi, on peut avoir une journée forêt, une journée plage, une journée où on s'isole un peu, ça va aider ou pas? Par rapport à quoi? Par rapport au mode par défaut, par rapport à cette, justement à cette idée de décrocher. Oui. Pour pouvoir décrocher, oui. Vous parlez de l'environnement ou de l'endroit où je vais? L'environnement, Enfin, c'est l'endroit, pas oui, tant l'environnement, l'endroit, c'est comment l'idée, c'est pas comment je déconnecte, mais comment je pourrais, autant que possible, être dans ce mode par défaut. C'est pas comment je me déconnecte, la question. C'est plutôt comment je peux être autant que possible dans ce mode. Que je sois à la plage ou là que je sois à la montagne, c'est juste m'accorder ces moments où je suis en pause, en fait. Voilà, que ça soit même à la maison, Mounia, même face à une fenêtre. Tu sais, les femmes qui ont le balcon. Elles étaient en mode par défaut, elles sont là, elles regardent les gens qui passent, la voisine qui monte, voilà. Ça, c'était du mode par défaut. Oui. C'est pas tant l'environnement que l'état que je vais, moi, déclencher ou prendre conscience de l'état. Qu'est-ce qui fait qu'en grandissant, vu que les enfants le font, vous le dites, les enfants le font quand ils jouent et tout ça, ils sont en mode par défaut, qu'est-ce qui fait qu'en grandissant, on perd cette faculté? Déjà, on a beaucoup plus de stimulation, généralement, que l'enfant. En plus, on a plus de responsabilités, ce qui fait que notre cerveau, effectivement, il n'a pas cette notion du risque qui est comme l'enfant. L'enfant, tu sais, on en a parlé justement, c'est que quand on grandit, généralement, la partie de notre cerveau, donc tout devant, qui gère justement la planification et la gestion des risques, elle n'existe pas vraiment chez les enfants. Donc, quand ils plongent dans un film, dans un jeu vidéo, des choses comme ça, en fait, ils sont pleinement dedans. Nous, avec l'âge adulte, effectivement, on développe quelque chose qui s'appelle le facteur critique. C'est-à-dire que dans notre cerveau, on mesure un peu tout ce qu'on fait. On planifie, on réfléchit, on raisonne, on anticipe les choses. Et cette partie-là fait que notre cerveau, en fait, il a besoin d'être plus stimulé et on lui accorde moins la possibilité d'aller justement dans des moments de déconnexion. C'est pour ça que moi, ce que je dis à mes patients, au lieu de chercher à ne rien faire, trouvez l'activité qui vous permet de déclencher ce mode-là. Pour toi, par exemple, ça sera le dessin. Pour quelqu'un d'autre, ça sera le sport, le fait de courir. Pour quelqu'un d'autre, ça sera le jeu vidéo. Le but, c'est de trouver ce mode-là. Et comme l'a dit ma collègue, dans un deuxième temps, il faut trouver la façon de rester dans ce mode-là. Parce que plus vous restez dedans, en fait, plus vous vous ressourcez finalement. Donc que ça soit à la plage, que ça soit chez vous et tout, il faut juste trouver quelle est l'activité qui vous permet d'aller dans cet état-là où votre cerveau se repose un petit peu. Parce qu'on en a beaucoup trop besoin. Très bien. Et les réseaux? Et puis le cerveau se développe. On n'a pas le même cerveau à 5 ans qu'à 40 ans. C'est clair. Et encore moins à 60 ans. Oui, c'est sûr. Donc il y a aussi le côté un peu organique du cerveau qui change complètement. Toutes les zones qui se développent avec le temps et avec l'âge. Et aussi avec les conséquences de la vie. Là, Notre le histoire temps qui personnelle, passe. oui. Voilà. Aussi. Comment? Notre histoire personnelle aussi. Des expériences. Oui, de vie, Hadith, c'est plutôt du registre psychologique, pas tant du registre organique. Je parle de côté un peu organique du cerveau. Le cerveau d'un enfant n'est pas comme le cerveau d'un adulte ou d'un homme de 70 ans ou d'une femme en ménopause. Vous voyez, donc il y a aussi ce facteur qui est important. D'accord. Vous dites pourquoi ça en change, c'est pas comme l'enfance, on peut pas. Mais ça serait bien qu'on puisse revenir un petit peu à cette innocence, à ce je m'en fous, je lâche, je m'amuse, je prends du bon temps. Oui. Et je voulais qu'on finisse avec les réseaux sociaux et le fait de scroller et croire que
qu'on est en train de passer un bon moment tout en scrollant, en regardant des petits Je vais laisser reels, Alice voilà. répondre après si tu veux. Je rajoute quelque D'accord. chose pour les réseaux Ouais, parce alors, que évidemment, voilà, les réseaux tu connais sociaux- ma position par rapport Oui. aux réseaux. Alors tu sais, les réseaux sociaux, effectivement, on a tendance à trop radicaliser la participation aux réseaux sociaux. Ça veut dire Oui. que pour nous, effectivement, utiliser les réseaux sociaux, scroller, c'est forcément mauvais. En fait, moi, je ne suis pas forcément dans le côté radical, c'est bien ou c'est pas bien. Moi, je suis toujours dans l'équilibre, dans le dosage, en fait. Pour moi, c'est vraiment le dosage, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, bien utilisés, peuvent t'apprendre des choses. Mal utilisés, elles peuvent te pourrir la santé. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est vraiment l'histoire du dosage, parce que pourquoi les gens vont sur les réseaux sociaux? Si toi, aujourd'hui, Mounia, tu viens me voir et que tu es en souffrance, et que tu me dis, Anis, moi, dans mon quotidien, je n'ai aucune source de plaisir. La seule chose qui me fait du bien, c'est le fait de scroller. Je ne vais pas te dire, mais il faut arrêter de faire ça. Là, je serai un très mauvais soignant. Il faut que je t'explique, en fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu ressens du plaisir à faire ça. Et ensuite, on va essayer de développer d'autres activités qui permettent un peu de rééquilibrer ton taux de plaisir. Mais aller dire à quelqu'un c'est mal sans apporter l'explication ou sans apporter l'aide derrière, en fait, si tu veux, ça ne va pas forcément l'aider. Ça va juste culpabiliser. C'est exactement comme le fumeur à qui tu vas dire fumer c'est mal. Oui. Comme s'il ne le savait pas déjà. Sauf que malheureusement, il est malade dans le sens où il est dépendant de quelque chose parce que c'est la seule chose qui lui apporte du plaisir. Donc les réseaux sociaux, il faut juste qu'on soit plus sensibilisé et éduqué sur une utilisation qu'on pourrait appeler éthique. Ça met vraiment avec du dosage, avec des rééquilibrages. Justement, si c'est les enfants, c'est pas le même type de contenu qu'il faut regarder que si c'est les adultes, etc., etc. Mais sinon, les réseaux sociaux, le principe des réseaux sociaux, il n'y a rien de dangereux. C'est la mauvaise utilisation qui rend les réseaux sociaux malheureusement dangereux. Très bien. Ahmed, on finit avec Oui, toi. je suis d'accord. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on regarde? Faire attention aussi que le fait que les choses soient rapides, les 3 secondes ou là, donc les réels et tout, ça nous surstimule. On n'a pas le temps de réfléchir, ni de nous poser les bonnes questions par rapport à ce qu'on est en train de regarder, ni de vérifier l'information. Il y a aussi un peu toutes ces stimulations visuelles, tu vois, ça peut un peu fatiguer. Mais après, de belles choses dans les réseaux, ça a permis à des gens de retrouver confiance en eux, ça a permis de découvrir des choses. Mais après, le repère Tana, c'est le ressenti. Vous savez, dès que je suis en train de regarder quelque chose ou de faire, je ressens du dégoût, ou là je suis mal à l'aise, ou là il vaut mieux mettre de côté le téléphone et passer à autre chose. En fait, esprit critique, avant de le dire autrement, esprit critique Oui. par rapport à toutes les choses qu'on va rencontrer, que ce soit les réseaux, les informations qu'on a, les gens qu'on rencontre. Esprit critique, ça ne veut pas dire critiquer. Oui, oui. C'est poser des questions par rapport à interroger les choses que je reçois. Que ce soit d'une télé, d'un téléphone ou de quelqu'un ou de quoi que ce soit. Très bien. Merci Amal Lahrach, Avec docteur plaisir. Amal Lahrach, hypnothérapeute. Merci pour votre participation. Avec grand plaisir. Plaisir partagé. Bonnes vacances aussi. Voilà, bonnes vacances surtout, Oui. parce que c'est les vacances. Oui. Merci à toi aussi, docteur Anis Reres, docteur en psychologie. Merci pour ta participation plaisir. aussi. Et merci à vous aussi d'avoir participé à cette émission, parce que vous nous regardez. Et je voulais aussi remercier infiniment la régie de la Villa Daïra, qui justement s'occupe à capter cette émission pour pouvoir vous la diffuser. Merci à toute l'équipe, Yatakoum Saha. Et puis à la prochaine. Au revoir.